Il ne s'agit pas de se transformer en une personne amère ou hostile. Il s'agit d'un calibrage comportemental. Il s'agit de passer d'une pensée morale à une pensée stratégique. Vous n'avez pas besoin de changer de personnalité. Vous devez changer votre positionnement. Nicolas Machiavel avait compris une chose à laquelle la plupart des gens résistent encore aujourd'hui. Le pouvoir ne réagit pas aux bonnes intentions. Il réagit à la perception, à l'accès et au timing. Contrôlez la perception, contrôlez l'accès, contrôlez le timing, et vous contrôlerez le cadre. Dans cette vidéo, je vais analyser 7 changements psychologiques qui vous feront passer de chercheur d'approbation à maître de votre positionnement. Ce ne sont pas des conseils superficiels, ce sont des améliorations structurelles dans la façon dont vous agissez, parlez, répondez et façonnez votre réputation. 7 améliorations qui augmentent votre ascendant sans aucune agressivité. 7 changements qui séparent les personnes accommodantes des personnes influentes. 7 actions qui transforment la gentillesse en une attitude mesurée, intentionnelle et stratégiquement redoutable. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je choisis l'ascendant. Numéro 1. Arrêtez de chercher la sécurité psychologique. Il existe une dépendance silencieuse que la plupart des gens n'affrontent jamais. Ce n'est pas l'addiction au plaisir. Ce n'est pas l'addiction à l'argent. C'est l'addiction au confort psychologique. Le besoin que les conversations restent fluides. Le besoin que l'atmosphère d'une pièce soit détendue. Le besoin que chaque échange se termine sans la moindre tension. Cet instinct semble être une preuve de maturité. Mais il vous dépouille silencieusement de votre influence. Quand vous privilégiez le confort au détriment de votre positionnement, vous vous habituez à vous effacer. Vous évitez les déclarations qui pourraient déranger quelqu'un. Vous adoucissez des vérités qui nécessitent de la clarté. Vous hésitez avant de poser des limites, car vous craignez les frictions. Et chaque fois que vous faites cela, vous renforcez un schéma dangereux. Vous placez la sécurité émotionnelle au-dessus de l'avantage stratégique. Les individus de grande valeur ont compris autre chose. L'inconfort n'est pas une menace, c'est un outil. La tension révèle la hiérarchie. Elle révèle la confiance en soi. Elle révèle qui est prêt à rester ferme lorsque la pression monte. Au moment où une interaction devient légèrement inconfortable, la plupart des gens s'empressent de la soulager. Ils rient, ils se justifient, ils surcompensent, ils s'excusent, ils diluent leur position, et ce faisant, ils abaissent leur propre statut. La personne qui reste de marbre pendant la tension contrôle la température de la pièce. Réfléchissez. Quand quelqu'un vous défie directement, quel est votre premier instinct? Que lui vous précipitez-vous pour vous défendre? Vous justifiez-vous immédiatement? Essayez-vous d'arrondir les angles? Ou bien faites-vous une pause? Maintenez-vous le contact visuel et laissez-vous le silence s'étirer juste assez longtemps pour imposer votre présence. La sécurité psychologique est souvent un nom de code pour désigner l'évitement du risque. Mais l'ascendant se construit grâce à des risques contrôlés. Lorsque vous laissez exister un moment de friction sans vous précipiter pour le réparer, quelque chose bascule. Les gens vous réévaluent. Ils se recalibrent. Ils commencent à peser leurs mots avec plus de soin. Pas parce que vous avez haussé le ton, pas parce que vous êtes devenu hostile, mais parce que vous n'avez pas reculé. Le pouvoir se trouve très souvent de l'autre côté du malaise. Vous devez réentraîner votre système nerveux à tolérer ce seuil. Cette légère tension dans l'air lorsque vous parlez de manière directe, la pause qui suit votre désaccord, le calme qui s'installe après que vous ayez posé une limite. Ces moments ne sont pas des menaces pour votre image, ce sont des mises à niveau de votre autorité. Le besoin de confort fait de vous quelqu'un d'agréable. La recherche de l'avantage fait de vous quelqu'un de respecté. Cela ne veut pas dire qu'il faut fabriquer des conflits. Cela signifie refuser de les fuir prématurément. Cela implique de reconnaître que la croissance exige une exposition contrôlée à la tension. Au moment où vous arrêtez d'essayer de rendre chaque environnement agréable, vous commencez à vous sentir ancré, et les personnes ancrées sont difficiles à déstabiliser. Alors, posez-vous honnêtement la question. Combien de fois avez-vous évité de dire une vérité nécessaire juste pour garder une atmosphère légère? Combien de fois avez-vous ri d'une remarque qui méritait d'être corrigée? À quelle fréquence avez-vous choisi la paix au détriment de votre positionnement? Chaque fois que vous l'avez fait, vous avez protégé une harmonie temporaire au prix de votre influence à long terme. À partir de maintenant, vous allez fonctionner différemment. Vous ne courez plus après le confort. Vous évaluez les résultats. Si le fait d'autoriser un moment d'inconfort augmente la clarté,
vous l'autorisez. Si le fait de rester de marbre renforce votre position, vous restez de marbre. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est du sang-froid sous la pression. Quand vous cessez d'avoir besoin que chaque interaction soit rassurante, vous devenez quelqu'un que les autres approchent avec prudence. Et cette prudence est le début du respect. Numéro 2. Détachez-vous de l'approbation immédiate. Il existe une force puissante qui façonne silencieusement le comportement bien plus que la logique ne le fera jamais. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la discipline, c'est la soif de validation, le désir d'être accepté dans l'instant présent, le besoin de hochement de tête, de sourire, de réassurance, d'approbation. Cette impulsion est humaine, mais lorsqu'elle vous contrôle, elle fait de vous une marionnette. L'approbation à court terme est gratifiante, elle relâche la tension, elle vous donne un sentiment d'appartenance. Mais la dépendance à l'approbation fait de vous quelqu'un de malléable, et les personnes malléables sont faciles à dominer. Lorsque vous avez besoin d'un retour positif immédiat, vos décisions sont compromises. Vous adoucissez vos propos pour éviter la contradiction. Vous adaptez vos opinions pour plaire à l'audience. Vous hésitez à contredire quelqu'un qui a un certain statut. Vous calculez vos mots en fonction de la façon dont ils seront reçus, au lieu de vérifier s'ils sont alignés avec vos objectifs. L'influence ne peut pas grandir dans la cage de la validation constante. Les personnes stratégiques comprennent une chose cruciale. Le respect est souvent différé. L'autorité est rarement confortable au début. Quand vous parlez avec conviction, tout le monde ne sera pas d'accord. Quand vous imposez des standards, tout le monde n'applaudira pas. Quand vous refusez de plier pour une harmonie instantanée, certaines personnes se sentiront menacées. Ce n'est pas une perte, c'est un filtre. Le besoin d'approbation immédiate crée la prévisibilité. Les autres apprennent vite comment vous gérer. Ils découvrent ce qui provoque votre sourire, ce qui provoque votre silence, ce qui provoque votre recul. Et une fois que ce schéma est repéré, votre ascendant diminue. Le détachement de la validation instantanée modifie votre posture. Vous arrêtez de scruter les visages en quête de réassurance. Vous arrêtez d'ajuster votre ton pour courir après l'approbation. Vous arrêtez d'évaluer votre valeur à la vitesse des réactions. Au lieu de cela, vous l'évaluez par votre positionnement. Un changement puissant s'opère lorsque vous acceptez d'être temporairement mal compris, lorsque vous parlez clairement et laissez les autres digérer l'information sans vous précipiter pour réparer votre image, lorsque vous affirmez votre position et résistez à l'envie de la justifier à outrance, lorsque vous privilégiez la perception à long terme aux applaudissements éphémères. C'est cela la maturité. Un positionnement à long terme nécessite de tolérer les frictions à court terme. La personne qui peut supporter un bref inconfort sans se démener pour retrouver l'acceptation est celle qui, lentement, gagne en autorité. Posez-vous honnêtement la question. À quelle fréquence vérifiez-vous la température émotionnelle de la pièce avant de parler? À quelle fréquence ajustez-vous votre discours pour éviter la désapprobation? À quelle fréquence vous sentez vous déstabiliser quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous? Chacune de ces réactions est un signal. Cela montre où votre besoin d'approbation exerce encore son pouvoir. La liberté commence quand la validation devient optionnelle. Quand vous vous détachez de cette fin d'accord instantanée, quelque chose change en vous. Vous devenez plus réfléchi, plus centré, plus serein. Vous arrêtez de négocier vos exigences contre des applaudissements. Vous commencez à agir par alignement plutôt que par réaction. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que le respect commence à grandir. Parce que les agents font confiance à ceux qui ne cherchent pas constamment à être rassurés. Ils font confiance aux individus qui restent stables sans mendier d'affirmation. Ils respectent ceux qui savent tenir une position calmement, même si cela crée un silence. Vous n'êtes pas ici pour faire l'unanimité. Vous êtes ici pour construire votre ascendant. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je ne cours pas après l'approbation. Quand la validation ne contrôle plus votre comportement, votre présence change. Et quand votre présence change, la façon dont les gens vous répondent change avec elle. Numéro 3. Passer de la réaction à la temporisation. La plupart des gens croient que les réponses rapides sont un signe d'intelligence, de confiance et de domination. En réalité, les réactions instantanées révèlent souvent de l'impulsivité. Quand quelqu'un vous attaque et que vous ripostez immédiatement, vous exposez votre câblage émotionnel. Quand la pression monte et que vous répondez sans faire de pause, vous abandonnez le contrôle du tempo. Le tempo, c'est le pouvoir. Celui qui contrôle le timing contrôle la direction. Les réponses impulsives sont prévisibles. Elles montrent vos déclencheurs. Elles montrent vos points de pression. Elles montrent exactement où vous pouvez être influencé.
Si quelqu'un sait qu'il peut provoquer une réponse immédiate de votre part, il sait qu'il peut vous diriger. La temporisation brise ce schéma. Quand vous introduisez une pause, vous créez de l'incertitude. Et l'incertitude déplace l'équilibre psychologique. L'autre personne commence à se demander ce que vous pensez. Elle commence à reconsidérer sa position. Elle se met à rejouer ce qu'elle vient de dire. Le silence devient un miroir, l'obligeant à faire face à ses propres mots. Ce n'est pas un comportement passif, c'est un rythme contrôlé. Repensez à la dernière fois que quelqu'un a fait une déclaration audacieuse en votre présence. L'avez-vous corrigé instantanément? Avez-vous sauté sur l'occasion pour vous défendre? Vous êtes-vous précipité pour prouver quelque chose? Ce sentiment d'urgence vous a peut-être semblé puissant, mais il a probablement réduit votre ascendant. La temporisation stratégique accomplit trois choses simultanément. Premièrement, elle vous donne l'espace nécessaire pour évaluer. Vous évaluez la situation de haut au lieu d'y être plongé. Vous observez le ton, l'intention, le sous-texte. Vous choisissez une réponse en fonction du résultat visé, et non de l'émotion. Deuxièmement, elle transfère la pression psychologique vers l'extérieur. Lorsque vous ne répondez pas immédiatement, l'autre personne commence à combler le silence mentalement. Le doute s'installe, la curiosité grandit, parfois même l'insécurité se développe. Troisièmement, cela renforce votre sang-froid. Un timing serein communique une stabilité intérieure. Cela signale que vous n'êtes pas facilement ébranlable. La majorité des gens fonctionnent par réflexe. Ils répondent aux messages instantanément. Ils répondent aux critiques instantanément. Ils se défendent instantanément. Ils prennent des décisions instantanément. Et comme ils agissent à cette vitesse, ils sont faciles à anticiper. Introduisez un délai, et vous deviendrez plus difficile à déchiffrer. Cela ne veut pas dire tout ignorer. Cela signifie choisir le moment de parler. Cela signifie résister à l'envie de soulager la tension immédiate. Cela signifie laisser les moments respirer. Imaginez que quelqu'un remette en question vos compétences en public. Au lieu de réagir, vous faites une pause. Vous le regardez fixement. Vous laissez passer quelques secondes. Puis vous répondez calmement, directement, sans aucune charge émotionnelle. Cette répartie mesurée a beaucoup plus de poids que n'importe quelle réplique rapide. Le contrôle du timing équivaut au contrôle du cadre. Quand vous décidez à quel moment une interaction progresse, vous en façonnez la structure. Quand vous décidez du moment de répondre, vous influencez la dynamique. Quand vous refusez d'être bousculé, vous reprenez votre autorité. Demandez-vous, à quelle fréquence vous sentez-vous obligé de répondre immédiatement? À quelle fréquence ressentez-vous de l'inconfort quand le silence s'installe? À quelle fréquence laissez-vous l'urgence dicter votre comportement? Cette urgence est une habitude, et les habitudes peuvent être transformées. À partir de maintenant, pratiquez un rythme calculé. Avant de répondre, respirez. Avant de répliquer, évaluez. Avant de réagir, analysez. Toutes les déclarations ne méritent pas une attention immédiate. Plus vous ralentissez intentionnellement, plus vous devenez réfléchi, et les individus réfléchis sont difficiles à manipuler. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle le tempo. Quand vous arrêtez de réagir instantanément pour commencer à répondre stratégiquement, toute la dynamique change. Et une fois que vous contrôlez le timing, vous ne jouez plus en défense. Vous dirigez le rythme. Numéro 4. Redéfinissez la gentillesse comme étant sélective. La gentillesse a été romantisée au point de devenir une faiblesse. On vous a dit que la générosité devait être constante, que la patience devait être illimitée, que la compréhension devait être automatique, et bien que la compassion ait de la valeur, une générosité aveugle détruit l'autorité. Quand vous offrez le même niveau de chaleur humaine à tout le monde, quel que soit leur comportement, vous effacez la hiérarchie, vous supprimez les conséquences, vous nivelez les exigences par le bas. Les personnes stratégiques comprennent une chose cruciale. La générosité sans discernement réduit la valeur perçue. Si votre temps, votre énergie et votre soutien sont à la disposition de n'importe qui à tout moment, ils perdent leur rareté, et c'est la rareté qui donne du poids à la valeur. Voyez les choses de cette façon. Si quelqu'un sait que vous serez toujours d'un grand soutien, toujours indulgent, toujours arrangeant, il cesse de considérer votre soutien comme quelque chose qui se mérite. Cela devient un dû, et ce qui devient un dû perd de son impact. La générosité sélective change la dynamique. Quand vos encouragements sont intentionnels, ils prennent tout leur sens. Quand votre patience est conditionnelle, elle est respectée. Quand votre soutien est réservé à ceux qui s'alignent sur vos exigences, il devient puissant.
Cela ne veut pas dire devenir froid, cela veut dire devenir calibré. Vous devez évaluer où va votre énergie, qui bénéficie de votre temps, qui capte votre attention, qui profite de vos conseils, qui mérite votre empathie, et surtout pourquoi. Si votre gentillesse est automatique, elle n'est pas stratégique, elle est habituelle. Les personnes de haut niveau distribuent leur soutien en fonction de l'alignement et de la contribution. Elles récompensent l'effort, elles reconnaissent la loyauté, elles propulsent ceux qui font preuve de discipline, mais elles ne gaspillent pas leur énergie pour des individus qui ne respectent pas les limites ou qui sapent les standards. Quand la générosité est sélective, les gens deviennent conscients de leur comportement en votre présence. Ils comprennent que votre temps n'est pas illimité. Ils reconnaissent que votre approbation n'est pas garantie. Ils réalisent que s'aligner sur vos exigences permet d'obtenir un accès, et cette prise de conscience crée le respect. La gentillesse illimitée crée le confort. La gentillesse sélective crée la structure. La structure bâtit l'autorité. Pensez au nombre de fois où vous avez fait preuve de patience envers quelqu'un qui a franchi les limites à plusieurs reprises. Pensez au nombre de fois où vous avez offert votre soutien à quelqu'un qui n'a pas fait d'effort en retour. Pensez à la fréquence à laquelle vous avez toléré des comportements qui diluaient votre valeur parce que vous ne vouliez pas paraître sévère. Ce schéma conditionne les autres à attendre plus que ce qu'ils méritent. La générosité sélective corrige ce déséquilibre. Quand quelqu'un fait preuve de discipline, vous le valorisez. Quand quelqu'un fait preuve d'intégrité, vous le reconnaissez. Quand quelqu'un s'aligne sur vos principes, vous investissez en lui. Mais quand quelqu'un manque de respect à vos exigences, vous retirez votre énergie calmement, sans hostilité, sans drame, en réduisant simplement l'accès. Ce n'est pas une punition, c'est du positionnement. Votre temps est limité, votre attention est limitée, vos ressources sont limitées. Traitez-les comme des atouts, pas comme des obligations. Quand les gens réalisent que votre soutien doit se mériter, ils vous abordent différemment, ils agissent différemment, ils parlent différemment, parce que maintenant il y a des conséquences. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Mon énergie se mérite. Quand vous redéfinissez la gentillesse comme un acte intentionnel plutôt qu'automatique, on arrête de vous prendre pour acquis. Et au moment où vous n'êtes plus pris pour acquis, votre présence gagne en poids. Numéro 5. Apprenez à retenir la conclusion. La plupart des gens sont mal à l'aise avec les affaires inachevées. Ils ont besoin que chaque conversation soit parfaitement clôturée, que chaque désaccord soit résolu immédiatement, que chaque question trouve une réponse complète, que chaque silence soit comblé. Cet instinct donne l'impression d'être responsable, mais il crée une vulnérabilité. Le désir de conclusion expose un besoin. Quand vous vous précipitez pour tout clarifier, vous signalez que vous avez besoin d'une résolution émotionnelle. Quand vous vous surjustifiez pour éliminer les malentendus, vous révélez votre attachement au regard des autres. Quand vous cherchez à tout prix le mot de la fin, vous abandonnez le mystère. Le mystère est un avantage stratégique. Toutes les déclarations ne nécessitent pas de développement. Toutes les attaques ne méritent pas une explication détaillée. Chaque haussement de sourcil n'exige pas d'explication. Les personnes stratégiques comprennent le pouvoir de laisser de l'espace. Quand vous ne ficelez pas immédiatement tous les détails, vous créez une gravité psychologique. L'autre personne continue de penser à l'interaction bien après qu'elle soit terminée. Elle rejoue vos mots, elle analyse votre ton, elle se demande ce que vous vouliez dire, elle spécule. Cet engagement mental augmente votre poids dans son esprit. Quand tout est expliqué, traité et neutralisé instantanément, le moment s'évapore. Il ne reste plus rien à méditer. L'incertitude crée la présence. Cela ne signifie pas être vague ou trompeur. Cela signifie résister à l'envie de trop en faire. Cela signifie comprendre que le silence peut avoir plus d'influence qu'une clarté excessive. Imaginez que quelqu'un remette en question votre décision. Au lieu de fournir une justification complète, vous répondez de manière concise, directe, calme et définitive. Puis, vous vous arrêtez. Vous ne développez pas, sauf si c'est nécessaire. Vous laissez leur curiosité faire le travail. Cette retenue modifie la dynamique. Les gens s'attendent à une transparence allant jusqu'à l'exposition de soi. Ils s'attendent à avoir un accès total à votre raisonnement. Ils s'attendent à ce que vous soulagiez leur malaise en vous expliquant de fond en comble. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Quand vous laissez certaines choses non dites, vous élevez votre positionnement. Cela communique une sécurité intérieure. Cela montre que vous ne dépendez pas de l'accord des autres pour vous sentir serein. Le besoin de tout conclure vient souvent d'un manque de confiance.
le besoin de s'assurer que tout le monde vous comprend, le besoin d'éviter les mauvaises interprétations, le besoin de protéger votre image de toute déformation. Mais une ambiguïté contrôlée oblige les autres à s'adapter à vous. Demandez-vous, à quelle fréquence vous précipitez-vous pour clarifier quand quelqu'un semble confus? À quelle fréquence envoyez-vous des messages de relance pour vous assurer que votre idée a bien été comprise? À quelle fréquence vous sentez-vous mal à l'aise quand une conversation se termine sans un accord total? Ce malaise est là où commence votre évolution. L'individu qui peut quitter une discussion sans avoir besoin d'une résolution immédiate détient le pouvoir. Il comprend que la perception évolue avec le temps. Il a confiance en son positionnement. Il laisse la curiosité grandir. Quand vous résistez à l'envie de trop expliquer, vous évitez la dilution. Vous devenez plus difficile à cataloguer, plus difficile à prédire, plus difficile à simplifier. Et quand les gens n'arrivent pas à vous cerner totalement, ils avancent avec plus de prudence. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. J'accepte le mystère. Quand vous arrêtez de courir après une conclusion et commencez à laisser de l'espace, vos mots ont plus de poids, votre silence a plus d'influence, et votre présence persiste longtemps après la fin de la conversation. Numéro 6. Évaluez chaque interaction comme un échange de pouvoir. La plupart des gens entrent dans une conversation en pensant qu'ils ne font que discuter. Ce n'est pas le cas. Chaque interaction ajuste subtilement la hiérarchie. Chaque échange modifie le positionnement. Chaque moment vous élève légèrement ou vous rabaisse légèrement. Le mouvement est peut-être infime, presque invisible, mais il s'accumule. Le statut se décide rarement lors de confrontations dramatiques. Il se façonne dans les moments ordinaires. Quand vous cessez de voir les conversations comme étant neutres et commencez à les reconnaître comme des échanges d'influence, votre conscience s'aiguise, vous commencez à remarquer des détails que la plupart des gens ignorent, qui parle en premier, qui interrompt, qui ajuste son ton, qui rit rapidement, qui se penche en avant, qui se met en retrait. Ces micro-comportements révèlent l'équilibre des forces. L'influence n'est pas toujours une question de domination, c'est une question de répartition de l'effort, qui investit le plus d'énergie, qui cherche la validation, qui s'adapte pour maintenir l'harmonie, qui campe sur ses positions. Si vous vous investissez systématiquement plus que l'autre personne, avec plus d'explications, plus d'enthousiasme, plus de réassurance, vous vous positionnez lentement en dessous d'elle. Un déséquilibre dans l'effort crée un déséquilibre dans la perception. Les personnes stratégiques repèrent cela instinctivement. Elles observent si l'autre personne essaye de faire ses preuves. Elles remarquent si on leur pose des questions réfléchies. Elles font attention à ce que le respect soit réciproque. Et quand un déséquilibre apparaît, elles recalibrent. Le recalibrage ne nécessite pas de confrontation. Il nécessite de la lucidité. Si quelqu'un monopolise le temps de parole, vous réduisez intentionnellement le vôtre et observez sa réaction. Si quelqu'un vous interrompt à plusieurs reprises, vous maintenez le contact visuel et continuez à parler calmement. Si quelqu'un exige trop d'accès à vous, vous ajustez votre disponibilité. Chaque ajustement modifie l'équation. Pensez aux dernières interactions que vous avez eues aujourd'hui, et vous adaptez plus que l'autre personne. Avez-vous ajusté votre ton pour correspondre au sien? Avez-vous fait plus d'efforts pour que l'échange reste fluide? Ces données sont importantes. Quand vous agissez consciemment, vous arrêtez de perdre votre influence à petites gouttes. Vous commencez aussi à reconnaître l'investissement stratégique. Quand quelqu'un respecte votre temps, valorise votre contribution et participe équitablement, vous renforcez cette dynamique. Des échanges équilibrés construisent une autorité durable. Des échanges déséquilibrés créent une hiérarchie silencieuse. Il y a un autre niveau ici, l'énergie. Où va votre attention, qui occupe votre espace mental une fois les conversations terminées? Si quelqu'un vous épuise systématiquement, l'échange est inégal. Si quelqu'un vous rend plus vif et engagé, l'équilibre est plus sain. Le pouvoir n'est pas bruyant, il est mesuré. L'individu qui reste centré pendant que les autres s'épuisent devient lentement le point de référence de la pièce, pas parce qu'il l'a exigé, mais parce qu'il a géré son énergie sagement. À partir de maintenant, entrez dans chaque conversation avec lucidité, pas avec paranoïa, la lucidité. Observez sans réagir, évaluez sans insécurité, ajustez sans faire de drame. Quand vous voyez l'interaction comme un terrain stratégique, vous arrêtez d'agir à l'aveugle, vous arrêtez de céder votre influence accidentellement.
Et une fois que vous commencez à gérer les échanges délibérément, votre positionnement se renforce naturellement. Quand vous évaluez les interactions à travers le prisme de l'équilibre, vous arrêtez d'être manipulé inconsciemment. Vous commencez à avancer de manière intentionnelle. Et un mouvement intentionnel crée une autorité qui semble naturelle, mais qui n'a rien d'accidentel. Numéro 7. Façonnez votre réputation de manière intentionnelle. Si vous ne définissez pas la façon dont vous êtes perçu, les autres le feront pour vous. Et une fois qu'une étiquette vous colle à la peau, elle façonne discrètement chaque interaction future. La réputation ne se construit pas lors d'un seul moment dramatique. Elle se construit à travers des impressions répétées, de petites décisions, un comportement cohérent, vos réactions sous pression, vos habitudes de langage, les standards que vous imposez et ceux que vous ignorez. La plupart des gens laissent ce processus se dérouler passivement. Ils traversent les pièces, en espérant que les autres les interprètent correctement. Ils partent du principe que leurs intentions parleront d'elles-mêmes. Ils croient que la seule cohérence suffit. Ce n'est pas le cas. La perception se conçoit. Les personnes stratégiques comprennent que l'image est un levier. Il ne s'agit pas d'un faux personnage, ni de manipulation, mais d'une communication contrôlée. Vous devez décider quel effet psychologique vous voulez créer quand vous entrez dans un lieu. Voulez-vous être vu comme quelqu'un d'accommodant ou de décisif? Voulez-vous être connu pour votre docilité ou pour votre niveau d'exigence? Voulez-vous que les gens se sentent détendus autour de vous ou prudents en votre présence? Vous ne pouvez pas tout être, et essayer de plaire à tout le monde affaiblit votre positionnement. La réputation est un pouvoir à long terme. Quand les gens savent que vous êtes imperturbable sous la pression, ils vous testent moins. Quand ils comprennent que vous faites respecter vos limites avec calme, ils les franchissent moins. Quand ils reconnaissent que vos mots sont réfléchis, ils écoutent plus attentivement. Mais cela ne se produit pas par hasard. Cela se produit parce que votre comportement est aligné avec l'image que vous avez l'intention de projeter. Si vous tolérez un manque de respect en public une seule fois, ce moment devient une référence. Si vous réagissez de manière excessive et émotionnelle une fois, cela s'intègre à votre histoire. Si vous courez sans cesse après l'approbation, cela devient votre marque de fabrique. Chaque action contribue à forger un profil dans l'esprit des autres. Concevoir sa réputation, c'est penser au-delà de l'instant présent. Avant de répondre, vous vous demandez « Qu'est-ce que cette réaction enseigne aux autres à mon sujet ?» Avant d'accepter un comportement, vous vous demandez « Quel précédent suis-je en train de créer ?» La cohérence est la fondation. Si vous êtes instable, calme un jour, réactif le lendemain, les gens se sentiront à l'aise pour tester vos limites. Une force prévisible force davantage à la prudence qu'une humeur imprévisible. Il y a un autre niveau, la retenue. Quand vous êtes connu pour vos réponses mesurées plutôt que pour vos réactions dramatiques, vos rares démonstrations d'intensité ont du poids. Quand vous êtes connu pour votre discipline plutôt que pour votre instabilité émotionnelle, votre présence respire la stabilité. Avec le temps, cette image se solidifie. Les gens commencent à s'ajuster avant même que vous ne parliez. Ils anticipent vos exigences. Ils calculent leur comportement à l'avance. C'est ainsi que votre réputation travaille pour vous. Vous devez aussi la protéger. Évitez les décisions impulsives qui contredisent l'identité que vous construisez. Évitez les réactions émotionnelles qui fragilisent la structure que vous bâtissez. Évitez les comportements temporaires qui sapent votre positionnement à long terme. La réputation fait l'effet de taux composés. Une fois établie, elle réduit le besoin de correction constante. Elle diminue les frictions. Elle augmente votre influence sans aucun effort supplémentaire. Demandez-vous honnêtement, si quelqu'un vous décrivait en 3 mots, que dirait-il? Et cette description est-elle alignée avec l'autorité que vous souhaitez avoir? Si ce n'est pas le cas, les ajustements commencent maintenant. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je façonne la perception. Quand vous concevez intentionnellement la façon dont on vous perçoit, vous arrêtez de laisser votre influence au hasard. Et quand l'influence n'est plus un accident, le leadership devient inévitable. Vous venez de parcourir 7 améliorations structurelles. Vous êtes passé de la recherche de confort à la tolérance, à l'attention, de la soif de validation à l'alignement intérieur, de la réaction impulsive au tempo contrôlé, de la générosité automatique à l'investissement intentionnel, de la surjustification à l'espace stratégique, des échanges inconscients à l'équilibre géré, de l'image accidentelle à la réputation conçue sur mesure. C'est toute la différence entre survivre socialement et opérer de manière stratégique. La complaisance survit, l'intelligence se positionne. Comprenez bien une chose,
Rien de tout cela ne nécessite d'agressivité. Rien de tout cela ne nécessite d'hostilité. Rien de tout cela ne nécessite de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela nécessite de la discipline. La discipline dans le discours, la discipline dans le timing, la discipline dans l'énergie, la discipline dans l'identité. Quand vous arrêtez d'être gentil par peur et que vous commencez à agir avec intention, toute la dynamique change. Les gens le perçoivent, ils le ressentent, ils s'ajustent, pas parce que vous avez exigé le respect, mais parce que votre positionnement l'exige pour vous. Et voici où la plupart des gens échouent. Ils entendent ce genre de contenu, ils se sentent motivés, ils hochent la tête. Et puis demain, sous la pression, ils retomberont dans leur vieux schéma. Ne faites pas cela. La transformation ne réside pas dans la compréhension, elle réside dans la répétition. Si cette vidéo a déclenché quelque chose en vous, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Souvenez-vous de ceci. Arrêtez d'être complaisant pour survivre. Commencez à jouer intelligemment pour diriger. La plupart des gens n'échouent pas par manque d'intelligence. Ils échouent parce qu'ils sont accros au besoin d'être aimés. Prenez un instant pour y réfléchir. Être apprécié est confortable. Cela donne un sentiment de sécurité. Cela semble socialement intelligent. Cela paraît mature. Mais être apprécié n'est pas la même chose qu'être respecté. Et si vous confondez les deux, vous cédez silencieusement le contrôle de votre vie à des personnes plus stratégiques que vous. Les gens complaisants arrondissent les angles. Les gens complaisants se justifient. Les gens complaisants ajustent leur ton pour ne gêner personne. Les gens complaisants s'excusent pour des choses qui ne le nécessitent pas. Les personnes stratégiques agissent différemment. Elles observent l'attention. Elles laissent place au silence. Elles laissent l'inconfort faire le travail. Et voici la vérité que personne ne veut admettre. La plupart du temps, cette gentillesse n'est pas une vertu. C'est de la peur déguisée en moralité. C'est la peur de la désapprobation, la peur du conflit, la peur d'être mal compris, la peur de perdre la validation des autres. Vous vous dites que vous faites preuve de maturité. Mais et si vous cherchiez simplement à éviter les frictions? Les gens complaisants fuient l'attention. Les personnes stratégiques contrôlent l'attention. Voilà toute la différence. Si je vous observais dans une pièce pendant 10 minutes, je n'aurais pas besoin de votre CV. Je n'aurais pas besoin de vos diplômes. Je regarderais simplement à quelle vitesse vous vous adaptez aux autres, à quelle vitesse vous comblez le silence, à quelle fréquence vous adoucissez vos propos, et avec quelle hâte vous vous défendez lorsqu'on vous défie. Et rien qu'avec cela, je pourrais mesurer votre ascendant. Alors voici la vraie question. À qui profite votre gentillesse? À vous ou aux personnes qui vous bousculent, vous testent et profitent discrètement de votre prévisibilité? Parce que la prévisibilité est un confort pour les autres, alors que l'imprévisibilité crée la prudence, et la prudence engendre le respect. Maintenant soyons très clairs. Il ne s'agit pas de devenir cruel. Il ne s'agit pas de devenir agressif.